Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine quotidien et quotidien appelé à la une justement, à la une de l'actualité. C'est l'antichambre justement du journal télévisé des Géopolis Télévision. À la une parle maintenant de ce qui se passe au niveau de chambres parlementaires, particulièrement à l'Assemblée nationale. Vous savez que les procureurs près la Cour de cassation viennent saisir de nouveau le président de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation de poursuite contre le ministre honoraire de Finances et Nicolas Casali, justement pour notamment faux propagation de faux bruits. C'est ce qui va nous dire notre partenaire, notre intervenant dans Momat et dans cette édition, dans ce nouveau numéro de votre magazine à la une. Il sera accompagné probablement de Monsieur Alexandre Wello, qui est de la société civile, pour voir exactement où va, jusqu'où ira la justice. Et c'est ça le thème de ce soir. Nous allons voir avec nos experts, nos invités, nos intervenants, qui vont nous expliquer comment ça fonctionne et où jusqu'ira probablement la justice, car vous savez que justement rien que pour ce mois de mai qui se termine demain ou après-demain, la justice a demandé plusieurs autorisations de poursuite et de levée d'immunité, notamment celle de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, également dans la foulée où il y a eu débat autour de la condamnation, la poursuite contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui s'est soldé par la condamnation de ce dernier par la Cour constitutionnelle. On voit maintenant la toute-puissance de la justice revenir. On ne sait jusqu'où ira la justice. Et c'est ça le thème de ce soir dans mon mat. Bonjour. Bonjour, monsieur José Junior. Vous suivez particulièrement ce dossier. Je vous vois très intéressé par ce sujet. Vous êtes directeur de rédaction à Géopolis Télévision. Aujourd'hui, c'était une affaire qui vient, et un autre rebondissement qui se produit aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec la demande de la justice pour pouvoir accéder à Nicolas Casali, qui, on le sait, est parlementaire. Effectivement, et donc c'est une affaire dans l'affaire, puisqu'aujourd'hui on s'attendait justement à savoir est-ce la plénière ou le Parlement va lever ou pas les immunités du ministre Constant Moutamba pour permettre le poursuite, ou disons à ce niveau, l'instruction de la part du procureur général. Et curieusement, c'est avant que cela n'arrive, on apprend que le procureur lui-même vient d'introduire un nouveau réquisitoire pour cette fois-là demander la levée des immunités de M. Nicolas Kazadi. Et donc, on a une affaire dans une autre. Et cela tombe à un moment où, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, on semble assister, pour certains, à un réveil des justices. On va peut-être s'arrêter là, puisque vous vous souviendrez qu'il n'y a pas longtemps, c'était l'auditoire militaire qui a demandé les réquisitoires contre l'ancien président Joseph Kabila. Ça a été fait au niveau du Parlement. Et donc, d'ici là, certainement qu'il y aura un procès peut-être, qui sait, en vue, où le président honoraire Joseph Kabila devrait comparaître. Il y a Matata Ponyo qui a récemment été condamné et Moutamba Constant qui est en train de croiser Et les doigts. comment expliquez-vous dans mon mat ces changements de temps? Parce que vous le disiez tout à l'heure qu'on attendait plutôt l'affaire de Moutamba qui est toujours en cours, justement, je le rappelle, parce que vous êtes en train de suivre ce dossier. Je vous ai arraché justement de votre bureau pour venir expliquer à la population qui peut d'ailleurs réagir à travers le numéro 081 59 82 400 où nous parlons justement de ces thématiques. Et en tout cas, vous avez votre point de vue, nous intéresse et continuez à nous écrire, continuez à réagir à travers cette émission. Je vous ai pris justement de force, justement parce que vous êtes en train de la coordination du journal qui va arriver dans quelques vingtaine de minutes. Comment on peut comprendre ces changements? Personne n'est venu arriver ce dossier finalement. Et ça prend justement de cours l'actualité. Et ça prend de cours, mais lorsqu'on regarde l'actualité un peu de près, ce n'est pas totalement une surprise, puisque rappelez-vous, à un certain moment, M. Nicolas Kazadi était en province, et vous l'avez appris ici par diverses sources, qu'il a été ramené de force par des services de renseignement. Et à un certain moment, on s'est dit, non, on ne peut pas
dans ces C'était dans la conditions. foulée de sa prise de position qui a fait presque un réquisitoire sur le pouvoir. Je vais y revenir. Ouais. Et donc, ça, c'est l'élément le plus récent par rapport à ce qui vient de se passer aujourd'hui. Et donc, il a été ramené comme ça par les services de renseignement. Et en ce moment, on a dit, ah tiens, les députés nationaux, il faut avant tout lever ses immunités. Et en remontant alors plus loin, pourquoi cela est arrivé? Parce que vous vous souviendrez qu'en début du mois de mars plutôt, je crois que c'était le 4 mars, dans une émission de notre consoeur, pour ne pas la citer, Paulette Kimuntu, l'émission intitulée À Sololi, je crois que c'est bien ça, monsieur Nicolas Kazadi a présenté le gouvernement, on va le dire ainsi, comme étant, ou bien le membre du gouvernement comme étant des jouisseurs. Puisqu'il dit, ah, toi, en Lingala, c'était en Lingala, quelque chose qui va dans le sens, tout ça, bah, jouisseur. Il dit, voilà, j'ai trouvé les budgets à 5 milliards, je l'ai ramené à 37 milliards. Malheureusement, les budgets des institutions a également augmenté sans justification. Et quand j'essaye de dire non, il ne faut pas aller dans ce sens-là, je deviens la cible des autres personnes. Il a qualifié l'entourage du président de la République des mafieux. Parce qu'ils disent que ces gens, les gens qui entourent les présidents de la République, profitent de leur position pour mener ou bien pour, en tout cas, influencer dans des affaires qui sont louches ou des affaires d'argent, des détournements et tout. Il est dit comme ça, sans gants. Et vous vous souviendrez que ce qu'il dit n'est pas du tout loin lorsqu'on remonte le temps de ce qu'affirmait autrefois M. Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound avait dit, avant qu'il ne soit jugé et emprisonné, il avait dit quelque chose qui allait dans le sens, chaque jour, il y a des avions qui atterrissent à Kinshasa, ou je ne sais pas ailleurs, mais du moins qui atterrissent au Congo, et qui repartent avec des millions ou des milliards d'argent. Et ça, le procureur s'était précipité pour les traduire devant la justice. Et donc, tout naturellement, pour les plus avertis, on se disait que cette affaire de Nicolas Kazadi ne pouvait pas passer inaperçue. Tôt ou tard, il fallait que la justice le rattrape. Parce que, comme vous l'avez dit, il est poursuivi non seulement pour propagation de faux bris, mais aussi pour révélation des secrets d'État. Pourquoi secrets d'État? Parce qu'il s'est permis, pour justifier la gabegie financière et tout ce qu'il avançait, il s'est permis de revenir sur certaines décisions, comment étaient prises certaines décisions au sein du Conseil des ministres. Ce qui relève d'un secret d'État. Et en tant qu'homme d'État, il est tenu à la réserve, même après ses fonctions. Il ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé, comment les choses s'est passées lors des délibés en Conseil des ministres. Non. Et voilà. Et donc il y a ça. Il est poursuivi pour la propagation de faux bris. En fait, on veut l'entendre. On n'est pas encore à ce niveau-là. Là, ici aussi, ça sera d'abord l'instruction. Mais on voudrait l'attendre. Mais déjà, le procureur pense qu'il a été à la base de la propagation de faux bris et il a révélé certains secrets d'État. Mais aujourd'hui, vous parlez, on vous suit très bien. Après vos explications, on comprend bien le cheminement de ce qui s'est réellement passé. Par exemple, cet internaute qui nous écrit, il dit comment peut-on vouloir poursuivre Nicolas Kazadi? Il s'appelle Jemima. Pour Kazadi, simplement parce qu'il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il dénonce les maux du pays et pour ça, on veut le faire taire. Dire la vérité n'est pas un crime. Et pourtant, ces temps, un autre député ose défendre Constant Moutamba, ministre de la Justice et soi-disant anticorruption, pris la main dans les sacs. Le mensonge est roi, l'impunité danse et la honte ne tue plus. Mais qu'il sache une chose, le peuple regarde, le peuple se souviendra. Il parle bien sûr de députés nationaux qui ne défendent plus l'intérêt du peuple congolais. Est-ce que ce point de vue est justifié? Pourquoi ça tergiverse pour le cas Moutamba? Bon, la commission,
vous avez peut-être plus d'informations, l'a dit, mais c'est finalement Moutamba Kazadi qui est dans ça. Chers amis, vous n'appelez pas, vous écrivez. Donc écrivez-nous au lieu d'appeler. Alors, merci à Jemima pour son intervention, mais il faut tout de suite essayer un peu de modérer. En fait, les procureurs généraux, il est là pour un peu repérer. Il est là pour repérer le faute de droit qui c'est à commettre en société. Ok. Et lorsqu'il voit que quelque part, il y a des choses qui ne vont pas et que cela relève de la justice, il s'est saisi du dossier. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Que Monsieur Nicolas Kazadi a fait des affirmations très fortes. Et vous avez vu combien ces affirmations-là ont fait le buzz dans les réseaux sociaux. Et donc, ici, le rôle du procureur général, c'est de l'appeler pour en savoir un peu plus. Quand il dit qu'il y a eu une cinquantaine d'établissements qui ont été créés, sans budget ou budgétivores, certains ne fonctionnent même pas, il doit venir dire quels sont ces établissements-là. Quels sont ces établissements qui fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas. Ainsi, ça peut permettre au procureur d'aller plus loin dans la recherche des infractions. Il peut alors aller chercher ces établissements-là et si effectivement ce sont des établissements budgétivores, surtout que vous savez, dans cette période, le président a demandé à ce que pour certains établissements qui sont budgétivores, qu'on arrête tout simplement, si ce n'est pas nécessaire, qu'on arrête les financements parce que nous sommes en état de guerre. Il a dit que le président s'est fait entourer des personnes mafieuses. Mais c'est très grave. Il doit prouver, puisque si le président est entouré des personnes mafieuses, cela pose un problème de développement pour le pays. Et donc, on peut aider le président en extirpant le fruit pourri de son entourage. Et donc, il faut l'entendre. C'est ça, en fait, la mission du procureur ici. C'est l'entendre, lui demander les preuves de ses affirmations pour qu'il aille plus loin. Puisque sinon, comme on l'a dit, c'est la propagation de faux bruits, mais ça peut être aussi des accusations, des accusations gratuites à l'égard de l'entourage du chef de l'État. Est-ce qu'on parle justement de cet entourage? Je rappelle aux téléspectateurs qui nous écrivent qu'il faut écrire, qui nous appellent plutôt, et que c'est mieux d'écrire, ça sera difficile de pouvoir faire les deux à la fois, donc il faut écrire, vous faites de SMS, vous faites de projections, ça me permet d'être écouté, faire passer votre message, votre point de vue par rapport au sujet qui est abordé. Je prends par exemple la réaction de Olela, Jean-Paul Olela, qui dit que parce que justement Nicolas Kazadi s'est distancé du président, que le président aurait donné instruction parce que le président a autorisé que tout cela lui arrive parce que c'est une notoriété publique que Nicolas Kazadi serait un ami du président, est proche du président, et du fait que ça se fait, ce que vous voyez aussi. Ça c'est difficile. Ouais. Ça c'est difficile à mon niveau d'affirmer. Tout ce que je sais que la justice, selon que le veut la loi, notre constitution en premier, la justice est indépendante. Ouais. Ce n'est pas le président qui donne les instructions à la justice pour faire son travail. Non, la justice, comme on vient de le suivre tout à l'heure là, ou comme je le disais tantôt pour le cas du procureur général, qui est à la recherche des infractions pour empêcher à ce qu'il y ait une multiplication d'infractions qui peuvent préjudicier la bonne marche du pays. Et donc, c'est la justice des son propre progrès, selon ce qu'elle a comme argument, comme preuve à sa possession, qui initie les actions de justice. Ce n'est pas le président. Mais après, on peut dire politiquement, Nicolas Kazadi est un proche du président, ça c'est peut-être ce qu'il est en train de dire, c'est un proche du président, et il bénéficie, comme on le dit souvent dans notre langage congolais, des privilèges. Du privilège, oui, mais il bénéficie de la protection. Il bénéficierait de la protection du président, puisque quand il dit ça, peut-être qu'il se réfère au fait, rappelez-vous, lorsque Nicolas Kazadi a été accusé de détournement à un certain moment, le président de la République avait dit de lui... Dans l'affaire, le président de la République avait dit de lui que c'est le meilleur ministre des Finances qu'il a eu, ou qui puisse exister, quelque chose qui va dans ce sens-là. Et donc, aujourd'hui, voir
celui qui était présenté comme étant le meilleur ministre être traduit à, à- à porter porter les manteaux d'une personne qui peut être traduite en justice, ça peut donner lieu à ce genre de réflexion. Mais on est d'abord loin, on est loin de ça. Le fait est que tous nous avions suivi la sortie médiatique en début du mois de mars de M. Nicolas Kazadi, où il a fait des affirmations graves, des affirmations très fortes, et des affirmations qui devraient normalement susciter même la curiosité du plus petit. À quand même peu forte raison du procureur général qui est chargé de repérer les infractions, de poursuivre leurs auteurs et de les punir en même temps que demander réparation. Et donc c'était tout à fait normal de ce point de vue-là de la justice, si on se tient dans cet angle, c'est un acheminement qui est tout à fait logique. Et normalement, dans des pays sérieux, c'est ce qui devrait se passer. Et ici, je vous ai dit, le cas par exemple de Jamar Kaboun qui avait à peu près tenu les mêmes affirmations, il a été condamné par la justice. Il a passé 2-3 ans en prison. Donc c'est normal, sinon on aurait parlé d'une justice à double vitesse. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant Nicolas Kazadi, mais c'est un sujet que nous allons y revenir à la prochaine, au prochain numéro, mais ça vient de tomber, c'est officiel. La justice, l'Assemblée nationale vient d'autoriser de poursuite contre le ministre de la Justice, c'est Constant Moutamba. On parle justement d'un détournement, en tout cas des détournements d'autour de 39 millions de dollars destinés à la construction de la prison de Kisangani. C'est ce qui vient de tomber tout à l'heure. Finalement, c'est ce qu'on se disait, on craignait, la commission avait déjà validé. Finalement, c'est officiel, l'Assemblée nationale autorise l'instruction du dossier, autorise le procureur à pouvoir instruire les dossiers autour du ministre Moutamba. Est-ce qu'on peut, il y a changement finalement dans la configuration de la cartographie de notre justice qui a maintenant beaucoup de priorités avec je veux dire, des figures de pro de la politique nationale. Un ministre poursuivi, il y a un ancien chef de l'État qui est poursuivi, et finalement vous avez un député national des premiers rangs qui est poursuivi. À première vue, c'est ce que cela peut indiquer. Vous le dites, Matata Pogno, condamné, Joseph Kabila, un procès en vue, aujourd'hui un ministre en fonction qui doit passer par l'instruction, donc il doit, contrairement à ce qu'il disait, on ne sait même pas comment il va s'y prendre, peut-être qu'il va demander à ce qu'on puisse décharger Firmin Vondé pour un autre procureur. Dans ces cas-là, il se présenterait dans son bureau, mais contrairement à ce qu'il a affirmé il y a peu, dites-lui que je ne viendrai pas dans son bureau. C'est fort possible maintenant qu'il aille dans son bureau. Et donc, à première vue, on peut se dire, oui, notre justice se réveille. Oui, notre justice voudrait jouer son rôle véritable pour qu'il y ait, que les gens aient la crainte dans la gestion de la chose publique. Mais, attention, ici, lorsque vous regardez les personnes qui sont jugées, on peut se dire que elle ne devrait pas être le seul. On a connu plusieurs dossiers, par exemple liés au détournement dans ces pays. Et toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces dossiers n'ont jamais été poursuivies. Rappelez-vous, au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui permet l'instruction du ministre du ministre de la Justice, un ministre avait été censuré. Il a été éjecté du gouvernement par l'Assemblée nationale pour qu'il le reprochait d'avoir détourné de l'argent. Ici, on parle de l'argent d'Empio, d'Idé Thompson. Je crois que c'est un ministre de l'économie qui était allé signer un contrat, un peu dans le cas de Moutamba, qui était allé signer un contrat, ce qui revenait tout naturellement au ministre de la Pêche ou de l'Agriculture, mais c'est un ministre de l'économie qui était allé signer un tel contrat, et on n'a jamais vu ces poissons. Et le ministre a été, j'ai fini par là, il a été éjecté du gouvernement par l'Assemblée nationale, il n'a jamais été poursuivi. Il y a beaucoup de cas de gens qui ont été poursuivis, qui ont été plutôt soupçonnés d'avoir détourné de fonds publics, qui n'ont pas été poursuivis en justice. Et là, c'est là que on se réserve de dire on se réserve de dire tout haut que voilà, c'est le réveil de la justice. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de gens qui doivent aller s'expliquer devant la justice. Si on peut se dire que c'est les premiers pas, et puis il faudra voir
s'il n'y a pas de motivation, oui. d'autres motivations derrière ça, puisque regardez par exemple ce que dit M. Constant Moutamba, on l'a dit l'autre fois, il dit, attends, il y a une relation pas saine entre le ministère et le corps et le conseil de magistrats. Ça pourrait être l'une des raisons pour lesquelles on précipite une affaire administrative, on veut la précipiter en justice. Même si là, les juristes nous disent qu'il y a un droit pénal. Oui, voilà, il y a dans la foulée justement le ministre Moutamba qui aurait confié à un média, je vois chez les médias Electionnet qui en parle, dit « Je n'ai jamais été apprécié par la Première ministre ». Est-ce que vous voyez finalement, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été visiblement commandés, je ne sais pas par des soutiens du ministre, je ne sais pas par la presse interposée, d'autres accusaient la Première ministre de manipuler justement ces dossiers. Et finalement, vous avez ce que vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler que la politique n'est pas aussi loin de ça quand on connaît l'énergie du ministre Moutamba qui se déploie un peu partout, qui tire sur tout ce qui bouge presque. Ce qui est vrai, tout le monde le sait, et que il n'y a pas non plus de relations assez amicales, ou il n'y a pas une très bonne relation entre le ministre de la Justice et la chef du gouvernement. Rappelez-vous de la fameuse scène de Nazo Kassola détournement, à laquelle la première ministre a aussitôt réagi, et c'était un peu la réponse du berger à la bergère, où dans ces cas on pouvait inverser les Français pour parler de la réponse de la bergère au berger. Même ça n'existe pas. On sait, et le ministre est revenu encore là-dessus en disant voilà, j'ai introduit une lettre, et ça fait plus de 10 jours sans que la première ministre n'y réponde. En fait, au-delà de ça, on peut en tirer quelques leçons. Ça montre, si effectivement ça se confirme que le ministre avait introduit une lettre et qui n'a pas été répondu à temps, ça confirme un peu l'administration, la lourdeur de l'administration de notre pays. Et ça, ce n'est pas nouveau. Et parfois, on s'est dit que cette lourdeur administrative est tout simplement liée parfois à des personnes. Voyez-vous, la première ministre est prête à aller répondre à un rendez-vous privé d'une personne qui organise sa conférence dans le Lualaba, dans le Lualaba, et pour cela même mobiliser, à mettre à contribution le gouvernement provincial. Mais ça étonne que lorsqu'il y a une lettre administrative, que cela puisse prendre autant de temps pour qu'elle y réponde. Une autre leçon que l'on peut tirer de cette affaire, c'est que au sein de notre gouvernement, puisque c'est sur la place publique, il n'y a pas assez de cohérence, assez de cohésion pour un travail efficace. Et ça se démontre avec, si la première ministre n'est pas en bon terme avec le ministre de la Justice, c'est très grave, puisque le socle d'une société, c'est la justice. Il est gardé des sceaux. Oui, il s'est d'ailleurs plaint d'avoir été, qu'on lui ait retiré certaines prérogatives qui relevaient de son ministère. Et donc, c'est très grave au fait de découvrir que une société qui devrait se baser sur la justice, et même le gouvernement devrait se baser sur la justice, puisque tout tourne dans notre pays, tout tourne autour de la corruption, tout tourne autour du détournement. Et donc, on devrait s'appuyer sur le ministère de la Justice pour freiner un peu tout ça. Lorsqu'on découvre qu'il y a une guéguerre qui ne dit pas son nom entre les deux, ça laisse perplexe, et ça laisse à se demander des questions de l'efficacité de ces gouvernements. Alors, il y a beaucoup de réactions. Par exemple, là, je suis en train de voir une certaine, je vois un certain, il s'appelait quoi ici? Attendez, je vois M. Eli Lomboto. Lomboto dit, le Congo n'a jamais connu un ministre de la Justice comme Moutamba aujourd'hui. Même nous, les pauvres, on peut faire accès, et face aux riches, cher Moutamba, vous avez le soutien de toute la population. Et que cette histoire-là, déjà quand la Première ministre, Moutamba lui-même affirme qu'il n'aurait jamais été apprécié par la Première ministre, vous voyez, Soumina, et ça serait sur quoi, alors que selon certaines indications de sûreté citées par exemple par une certaine Bibiche qui dit que lors de délibérations en commission, Moutamba aurait reconnu ses erreurs. Effectivement, oui, il a reconnu qu'il y a eu des erreurs, et oui, pour lequel il dit il y a eu des erreurs, effectivement, et la Première ministre est en mesure de surseoir le dossier.
Donc il y a ces contradictions-là. Quelles sont maintenant, quand on sait que l'énergie, je rappelle l'énergie de Moutamba, qui est très engagé, vous voyez, politiquement, c'est un acteur, un activiste politique, on dirait peut-être comme ça, et qui se retrouve dans cette situation. Est-ce que je sais qu'on va organiser un entretien beaucoup plus spécialisé uniquement pour Moutamba, on va terminer peut-être par cette session. Et comment voyez-vous l'avenir politique de Moutamba? On sait qu'au départ, n'est pas un Tshisekedi, c'est parce qu'il a travaillé avec Joseph Kabila, il a démissionné, il a quitté la majorité présidentielle de l'époque, je veux dire l'UFC. Moutamba se retrouvait dans l'opposition républicaine avec son DIPRO, sa DIPRO, la dynamique de l'opposition républicaine. Il est président d'une ONG qui est transformée en parti politique, la nouvelle génération de jeunesse, quelque chose, NOJEC. Est-ce que vous le voyez cavalier seul finalement quand il va se rendre compte que si jamais les faits pour lesquels on lui reproche lui colle à la peau et qu'il se retrouve dans une situation où il ne peut plus prester comme ministre? Alors, je vais commencer par me poser une question. L'est-il? Je ne sais pas l'affirmer. C'est un rapport avec quoi? Constant Moutamba s'est toujours présenté comme le fer de lance de la lutte anticorruption. Et à cela, on lui reproche un peu du populisme, ce qui n'est pas loin de la réalité. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Et le fait qu'il s'est toujours présenté comme le fer de lance de la lutte anticorruption, c'est qu'il a d'ailleurs valu la guéguerre qu'il présente à la commission avec le conseil de magistrats. Cette situation politiquement n'est pas du tout à son avantage, à moins qu'il sache à son avantage dans un premier négocier, oui, dans un premier temps, dans un premier temps, puisque le gens quand il parle de la corruption, il a toujours désigné le magistrat, une justice malade corrompue, et il a aussi toujours désigné certains politiques. Et donc, politiquement, surtout qui ne fait pas non plus partie de l'UDPS, qui ne va pas bénéficier de cette protection-là de la majorité, ce qui est le cas, ce qu'on a vu au Parlement. Il ne peut pas bénéficier, en tout cas compter sur ça. Et l'UDPS qui ne les porte vraiment pas, puisque tout naturellement, il n'est pas de l'heure. Et donc, politiquement, c'est peut-être une occasion pour le politique, du moins ses détracteurs. Sur le plan de la justice, c'est aussi là une occasion pour le magistrat de saisir peut-être l'occasion et de se dire on va démontrer à la face du monde que le monsieur qui s'est toujours présenté comme un homme honnête, un homme qui lutte contre la corruption, qui nous a toujours désigné nous des corrupteurs, cet homme est aussi, ou c'est peut-être le plus grand des personnes corrompues. Et donc, en ce moment-là, on ne peut s'attendre que à une mort prématurée sur le plan politique de M. Constant Moutamba. Bien entendu, stratégiquement, il peut toujours rebondir, il peut toujours aussi se servir pour finalement se victimiser. Oui, effectivement, il peut jouer à la victimisation, mais puisque ce qui est vrai que lui-même il a dit, ce n'est pas nous qui l'a dit, lorsque la commission a fait son rapport, il reconnaît avoir commis des fautes, mais ces fautes-là, sur le plan du droit, on peut en tirer des conséquences et ça peut les poursuivre, peut aller jusqu'en prison, même si le président Kamere dit pour le moment il n'y aura personne qui sera arrêté, qui sera mis en prison, mais il peut aller parce que les fautes sont avérées et lui-même les reconnaît. Et donc, si, comme je disais, la justice tient à les coincer jusqu'au bout, il peut justement effectivement faire la prison et lui, et là politiquement il serait mort parce qu'on va le présenter comme quelqu'un qui est corrompu, plus que même corrompu, et à lui peut-être qu'il pourrait jouer à la victimisation et dire que voilà, j'ai été dans un gouvernement où j'ai essayé de faire de mon mieux, malheureusement, comme il a toujours dit, il n'a pas été aimé, il n'a jamais été aimé. Quand il disait que la première ministre ne l'aimait pas, il avait aussi dit au même moment que ni était le président de la République, il aurait déjà démissionné là longtemps. Donc il va présenter tout ça pour dire que voilà, j'ai essayé de faire des choses. Malheureusement, pour des fautes disciplinaires, pour des petites fautes, on a cherché à me clouer et ça peut lui permettre
de rebondir. De rebondir. Donc c'est ce qu'on va voir peut-être avec un autre numéro de cette émission, peut-être avec des émissions mieux élaborées. On parlerait uniquement du cas Moutamba. Vous savez que c'est un jeune qui s'est débrouillé politiquement. Il a ranglé foule avec un peu du populisme, comme on dit. Ça a été démontré et scientifiquement par des scientifiques. Et on va voir comment il peut peut-être retourner la situation, mais jusqu'au moment où on termine cette émission, Moutamba n'est pas voleur, il n'est pas corrompu, ce n'est pas démontré, et il faut que la justice puisse faire son travail. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas une levée d'immunité parce qu'il n'est pas député. On a tout simplement demandé à l'Assemblée nationale pouvoir obtenir l'autorisation de pouvoir comprendre l'autorisation de administration, sur le plan administratif, de pouvoir comprendre comment est-ce qu'il a pu gérer le dossier de 39 millions de dollars destinés à la construction d'une prison de la ville de Kisangani pour désengorger justement la prison dans cette ville de la province de la Chopo qui est les piments, le poumon, les pivots justement de l'espace grand oriental pour avoir abrité la capitale provinciale de l'époque. On se retrouve demain, je veux dire lundi, pour un autre numéro de la Une. Se termine ici pour cette semaine. À très bientôt. Restez branchés plutôt sur Géopolise Télévision parce que le journal arrive tout de suite où on décrypte toutes ces questions. Au revoir. Thank you.